Le destin ne frappe pas toujours à la porte. Parfois, il s'effondre à vos pieds dans un terminal d'aéroport bondé. Pour Clara Duval, 28 ans, le destin avait la forme d'un billet d'avion pour Vancouver, serré dans sa main moite. C'était plus qu'un simple vol. C'était la concrétisation de 10 ans de sacrifices, de nuits blanches passées à étudier, puis à veiller sur des patients, de rêves mis en attente. Infirmière en soins intensifs, elle avait décroché un poste de coordination dans l'un des hôpitaux les plus réputés du Canada. Une nouvelle vie, un nouveau continent. Une page blanche qui n'attendait que son encre. L'odeur de kérosène et de café filtre se mêlait à l'excitation qui pétillait dans ses veines. Dans moins d'1 heure, elle serait dans les airs, laissant derrière elle sa petite vie bien rangée mais sans surprise de lion. Dernier appel pour le vol AC-829 à destination de Vancouver, porte 42B. La voix métallique du haut-parleur l'attira de sa rêverie. Un sourire étira ses lèvres. C'était pour elle. Elle ajusta son sac à dos, sentant le poids rassurant de son passeport dans sa poche, et se dirigea vers la file d'embarquement qui commençait à se réduire. C'est alors que le chaos éclata. Un cri étouffé, suivi du bruit sourd d'un corps heurtant le sol carrelé. La foule ondula, s'écarta, comme une mer se retirant, laissant apparaître un îlot de détresse au milieu du passage. Un homme âgé, élégamment vêtu d'un costume de tweed malgré la saison, gisait par terre, le visage cireux, une main crispée sur sa poitrine. Les gens regardaient, certains sortaient leur téléphone, d'autres murmuraient des platitudes effrayées. Pour Clara, le monde extérieur se tut. Le brouhaha de l'aéroport, l'appel pour son vol, le rêve de Vancouver, tout s'estompa pour laisser place à un silence assourdissant, celui de l'urgence. Son instinct, affûté par des années de pratique, prit le dessus. « Poussez-vous, je suis infirmière », lança-t-elle d'une voix qui ne tolérait aucune objection. Elle se fraya un chemin et s'agenouilla près de l'homme. Ses doigts experts cherchèrent immédiatement le pouls carotidien. Faible, filant, mais présent. Ses yeux balayèrent l'homme. La pâleur extrême, les lèvres cyanosées, la respiration courte et sifflante. Infarctus. C'était presque certain. « Quelqu'un, appelez les secours de l'aéroport. Dites-leur qu'on a une suspicion d'infarctus du myocarde, un homme d'environ 75 ans. » ordonna-t-elle à un agent de sécurité figé. Elle desserra doucement la cravate de l'homme et le col de sa chemise. « Monsieur, vous m'entendez ? Mon nom est Clara. Restez avec moi. » Les yeux de l'homme papillonnèrent, s'ouvrant sur des pupilles dilatées par la panique. Il essaya de parler, mais seul un gargouillis s'échappa de sa gorge. « N'essayez pas de parler, les secours arrivent. Vous êtes entre de bonnes mains. » Sa voix était calme, posée, un rocher de sérénité au milieu de la tempête de la douleur de l'homme. Elle lui tenait la main, un contact humain simple mais puissant, un ancrage dans la réalité qui fouillait. Embarquement immédiat et fermeture des portes pour le vol AC-829 à destination de Vancouver. La voix résonna de nouveau, plus pressante cette fois. Un coup de poignard dans le cœur de Clara. Elle jeta un regard désespéré vers la porte 42B. Elle pouvait encore y aller, courir, laisser les professionnels prendre le relais. C'était son avenir qui l'appelait. Une vie entière. Mais ses doigts restèrent serrés autour de la main glacée du vieil homme. Elle croisa son regard, un regard où la peur luttait contre une dignité immense. Et dans ce regard, elle vit tous les patients qu'elle avait soignés, toutes les vies pour lesquelles elle s'était battue. Abandonner cet homme maintenant, c'était trahir l'essence même de ce qu'elle était. Les secouristes arrivèrent avec un brancard et un défibrillateur. Clara leur fit un rapport concis et professionnel, énumérant les symptômes, le pouls, son évaluation.
Elle ne lâcha la main de l'homme que lorsqu'ils le soulevèrent sur le brancard. Au moment où il l'emmenait, il tourna la tête et ses yeux trouvèrent les siens. Il murmura un mot à peine audible. « Merci ». Clara resta là, au milieu du terminal qui reprenait lentement son cours normal, et regarda la porte 42B se fermer. Le bruit du loquet fut comme un coup de marteau final. Son avion, son rêve, sa nouvelle vie venaient de décoller sans elle. Un sentiment de perte vertigineux la submergea, aussitôt combattu par la certitude tranquille d'avoir fait le seul choix possible. Quelques heures plus tard, assise sur une chaise en plastique inconfortable dans la salle d'attente des urgences de l'hôpital le plus proche, Clara se sentait vide. Elle avait appelé la compagnie aérienne. Son billet non modifiable était perdu. Le poste à Vancouver, qui devait commencer dans une semaine, était compromis. Tout s'était écroulé en l'espace de 10 minutes. « Mademoiselle Duval ?» Un homme en costume impeccable, l'air grave et efficace, se tenait devant elle. Il tenait une tablette à la main. « Je suis Bernard Chastel, l'assistant personnel de Monsieur Arthur Sinclair. » Le nom ne lui disait rien. « L'homme de l'aéroport ? Comment va-t-il ? Il est stabilisé, grâce à vous. Les médecins ont dit que votre intervention rapide a probablement prévenu des dommages irréversibles. Monsieur Sinclair insiste pour vous voir. » Intriguée, Clara le suivit à travers un dédale de couloirs jusqu'à une aile privée de l'hôpital. Le contraste était saisissant. Moquette épaisse, lumière tamisée, silence feutré. La chambre ressemblait plus à une suite d'hôtels de luxe qu'à une chambre d'hôpital. Arthur Sinclair était assis dans son lit, des électrodes discrètement reliées à un moniteur qui bipait à un rythme régulier et rassurant. Il paraissait encore fatigué, mais la lueur intelligente et perçante était revenue dans ses yeux bleus. « Mademoiselle Duval », dit-il d'une voix encore faible mais pleine d'autorité. « Approchez, je vous en prie. » Clara s'avança. « Je suis heureuse de voir que vous allez mieux, monsieur Sinclair. Grâce à vous, j'ai appris que vous aviez raté votre vol pour moi, un vol pour une nouvelle vie à Vancouver, si je ne m'abuse. » Clara sentit une pointe de gêne. « J'ai fait ce que n'importe quel professionnel de la santé aurait fait. »« Non, » la coupa-t-il doucement. « Beaucoup auraient hésité, beaucoup auraient délégué. Vous avez agi. Vous avez sacrifié votre rêve sans une seconde d'hésitation. Cette sorte de compassion, alliée à une compétence sans faille, c'est rare, très rare. » Il marqua une pause, la jaugeant de son regard pénétrant. « Je suis le fondateur de l'Institut Sinclair de cardiologie avancée à Genève, le plus grand centre de recherche privée d'Europe. » Le souffle de Clara se coupa. Arthur Sinclair. Le Arthur Sinclair. Le pionnier des techniques de pontage non invasif, le philanthrope milliardaire dont le nom était une légende dans le monde médical. Elle avait étudié ses publications à l'école d'infirmière. Elle se sentit soudain toute petite. « Je ne vais pas vous insulter en vous proposant de simplement vous rembourser votre billet d'avion. Ce serait dérisoire. Je vous propose autre chose. Un poste à l'Institut Sinclair. Pas comme infirmière, comme directrice adjointe des opérations. » Clara cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. « Pardon ? Directeur ? Je suis infirmière, monsieur. Je n'ai aucune qualification pour un tel poste. » « Vous avez la qualification la plus importante, celle que l'argent ne peut acheter et que les diplômes ne garantissent pas. Un dévouement absolu au bien-être du patient, au-delà de toute considération personnelle. Le reste, ça s'apprend. Je serai votre mentor. Votre vol pour Vancouver n'était qu'une étape. Je vous offre la destination finale. Genève. Un salaire que vous n'oserez imaginer, un appartement de fonction face au lac
et l'opportunité de façonner l'avenir de la cardiologie. L'offre était si démesurée, si absurde, qu'elle frisait le ridicule. C'était un conte de fées ou une arnaque sophistiquée. La méfiance luttait en elle contre la fascination. Elle regardait cet homme, ce titan de la médecine qui lui offrait un royaume sur un plateau d'argent. Il y avait quelque chose dans son regard, une urgence, une sincérité désarmante qui transcendait la folie de la proposition. Sa vie à Lyon était en cendres. Son rêve canadien s'était envolé. Que lui restait-il à perdre ? Je ne sais pas quoi dire ? Dites oui, murmura Arthur Sinclair. Le destin vous a mis sur mon chemin, mademoiselle Duval. Ne lui tournez pas le dos. Une semaine plus tard, Clara se tenait sur le balcon de son nouvel appartement à Genève. La vue sur le lac Léman et le jet d'eau était à couper le souffle. Une carte postale vivante d'une richesse qu'elle n'avait jamais côtoyée. La proposition d'Arthur Sinclair avait été suivie d'une efficacité redoutable. Contrat, déménagement, installation, tout avait été orchestré par son assistant Bernard. Clara avait l'impression de flotter dans un rêve luxueux mais étrangement impersonnel. Son premier jour à l'Institut Sinclair fut une douche froide. Le bâtiment était une merveille d'architecture moderne, de verre et d'acier, un temple de la science et de la médecine. Mais il était aussi froid et intimidant que son extérieur. Le personnel trié sur le volet parmi les meilleurs du monde la dévisagea avec un mélange de curiosité et de mépris à peine voilé. La nouvelle de son embauche miraculeuse avait circulé comme une traînée de poudre. Sa rencontre avec la docteure Léane Dubois, la brillante mais glaciale chef du département de chirurgie cardiaque, donna le ton. Mademoiselle Duval, bienvenue. J'avoue que votre CV est atypique pour un poste de direction. Arthur a ses méthodes, mais j'espère que vous réaliserez vite que la gestion d'un institut de ce calibre requiert un peu plus que de la compassion. Le mot compassion avait été prononcé comme une insulte, un défaut charmant mais inutile. Clara se sentit comme une usurpatrice. Chaque réunion était une épreuve, chaque conversation un test. Elle était entourée de génies, de chirurgiens de renommée mondiale, de rechercheurs de pointe. Elle, la petite infirmière de Lyon, devait superviser leurs opérations, optimiser leur planning, gérer leur budget. C'était une farce. Arthur était son seul soutien, mais sa présence devenait de plus en plus troublante. Remis de son accident cardiaque, il passait plusieurs heures par jour avec elle, la guidant à travers les méandres de l'Institut. Mais ces conversations prenaient une tournure étrange. « C'est fascinant », dit-il un jour alors qu'elle expliquait une idée pour améliorer la communication avec les familles des patients. « Vous avez la même façon qu'Éléonore de placer l'humain au centre de l'équation. » Éléonore était sa défunte épouse, cofondatrice de l'Institut, décédée 5 ans plus tôt. Une autre fois, en la voyant réconforter un enfant dans le hall, il murmura. Elle avait ce même geste, cette même douceur dans la voix. Un soir, il l'invita dans son bureau privé, un sanctuaire rempli de livres et de souvenirs. Sur le mur, un immense portrait à l'huile d'une femme élégante, au regard doux et intelligent. Éléonore Sinclair. Clara sentit un frisson la parcourir. Il n'y avait pas de ressemblance physique frappante, mais elle comprit ce qu'Arthur voulait dire. C'était une question d'aura, d'esprit. La réalisation la frappa avec une violence inouïe. Elle n'était pas choisie pour ses compétences, elle était choisie comme un fantôme, un substitut. Arthur Sinclair, dans son deuil et sa solitude, tentait de recréer sa femme à travers elle.
L'offre démesurée, le poste de rêve, tout n'était que le caprice d'un vieil homme riche et excentrique. La cage dorée venait de refermer ses barreaux sur elle. La coupe déborda lors d'un conseil d'administration. Clara présenta une proposition pour un nouveau programme d'accompagnement psychologique pour les patients en attente d'une greffe. Léane Dubois la démolit point par point avec une logique froide et budgétaire. C'est une belle idée, mademoiselle Duval, très sentimentale, mais nos ressources sont allouées à la recherche de pointe, pas à des services de confort. Clara chercha le soutien d'Arthur du regard, mais il était ailleurs, un sourire triste sur les lèvres. Éléonore aurait adoré cette idée, dit-il simplement, comme si c'était le seul argument valable. Ce fut l'humiliation de trop. Clara se sentit vidée, infantilisée. Le soir même, elle fit ses valises. Elle ne pouvait pas continuer cette mascarade. Avant de partir, elle se devait d'avoir une explication finale. Elle se rendit à la villa d'Arthur, sur les hauteurs de Genève, déterminée à lui rendre les clés de sa prison dorée. Elle le trouva dans son immense bibliothèque, un verre de whisky à la main, contemplant le lac scintillant dans la nuit. « Je m'en vais, Arthur », dit-elle sans préambule. « Je ne peux pas être le fantôme de votre femme. C'est cruel et c'est injuste. » Arthur se tourna lentement vers elle. Il n'y avait aucune surprise dans son regard, seulement une profonde tristesse. « Je vous dois la vérité, Clara. La vérité entière. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Il lui raconta tout. La vérité était bien plus complexe et tragique que ce qu'elle avait imaginé. « Je suis malade, Clara. J'ai une cardiomyopathie restrictive idiopathique. C'est une maladie rare, dégénérative. Le comble pour un cardiologue, n'est-ce pas? Mon propre cœur me trahit. Les médecins me donnent 1 an, peut-être 2 avec de la chance. Il n'y a pas de traitement, pas de greffe possible pour moi. » Clara l'écouta, abasourdie. Le puzzle commençait à s'assembler. « Cet institut, continua-t-il, la voix chargée d'émotion. Éléonore et moi l'avons bâti à partir de rien. Notre rêve était de créer un lieu où la technologie la plus avancée serait toujours au service de la compassion la plus profonde. Depuis sa mort, et maintenant avec ma maladie, ma plus grande peur est de voir notre héritage se transformer en une machine à profit, froide et sans âme, dirigée par des gens comme Léane Dubois. Elle est brillante, mais son cœur est un muscle, pas un sanctuaire. » Il fit une pause, reprenant son souffle. « J'ai passé les 6 derniers mois à chercher mon successeur. Pas quelqu'un avec le bon CV, mais quelqu'un avec la bonne âme. Mon équipe a identifié une poignée de personnes dans le monde médical qui correspondaient à ce profil. Vous étiez en haut de cette liste, Clara. Votre dossier, vos évaluations par vos supérieurs, les témoignages de vos anciens patients, tout parlait de cette alliance rare de compétences et d'humanité. » Il la regarda droit dans les yeux. « Notre rencontre à l'aéroport n'était pas un hasard. Je savais que vous seriez là, à cette heure précise, pour ce vol précis. Mon malaise, lui, était bien réel. Ma maladie me joue ce genre de tour. Disons que j'ai vu dans cette crise une opportunité providentielle, un test. Je voulais voir si vous étiez réellement la personne que le dossier décrivait, et vous avez dépassé toutes mes espérances. » La colère que Clara avait ressentie se mua dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Le choc de la manipulation, la tristesse face à sa maladie et une étrange forme de validation.
Ils ne la voyaient pas comme un fantôme d'Éléonore, mais comme l'héritière de leur idéal commun. La comparaison avec sa femme n'était pas une tentative de remplacement, mais le plus grand compliment qu'il put lui faire. Le poste de direction, c'était une façon de vous garder, de vous donner une raison de rester. C'était maladroit, je le concède. J'ai sous-estimé votre intégrité. Face à cette vérité écrasante, Clara défit mentalement ses valises. Partir n'était plus une option, mais accepter ce rôle immérité ne l'était pas non plus. L'honnêteté d'Arthur lui donnait la force de négocier, non plus comme une employée intimidée, mais comme une partenaire. Arthur, je suis touchée au-delà des mots, mais je ne peux pas accepter ce poste. Je ne l'ai pas mérité. Donnez-moi un rôle que je peux assumer, où je peux faire mes preuves. Nommez-moi chef de la coordination des soins aux patients. Laissez-moi bâtir le programme que Léane a rejeté. Et soyez mon mentor. Vraiment, apprenez-moi tout ce que vous savez. Si je dois un jour hériter de votre vision, je veux le faire légitimement, en gagnant le respect de chaque personne dans cet institut. Un immense soulagement se peignit sur le visage d'Arthur. Un sourire, le premier vrai sourire qu'elle lui voyait, illumina ses traits fatigués. « C'est pour cette raison exacte que c'est vous, Clara, » dit-il doucement. « C'est exactement pour cette raison. » Un soir de printemps, 1 an après son arrivée, il se tenait sur la terrasse de l'Institut, regardant le soleil se coucher sur le lac. Arthur était plus faible, sa maladie progressait, mais ses yeux brillaient de fierté en regardant l'institution qui bourdonnait de vie sous leurs pieds. « Vous souvenez-vous de votre vol pour Vancouver ?» lui demanda-t-il. Clara sourit. « C'est étrange, parfois j'ai l'impression que c'est arrivé à quelqu'un d'autre dans une autre vie. » C'était le cas, répondit Arthur. Le destin ne frappe pas toujours à la porte, Clara. Parfois, il nous fait trébucher pour nous forcer à regarder où nous mettons les pieds. En cet instant, Clara Duval comprit que sa vie n'avait pas été détournée ce jour-là à l'aéroport. Elle avait simplement trouvé son véritable cap, non pas en s'envolant vers un rêve préconçu, mais en choisissant de s'arrêter pour un simple et extraordinaire acte de compassion. L'histoire de Clara est un puissant rappel. Les plus grands tournants de notre existence ne sont pas toujours ceux que l'on planifie méticuleusement. Souvent, l'opportunité la plus transformative ne se présente pas comme une porte grande ouverte vers nos ambitions, mais comme un test silencieux, un inconnu qui tombe, un choix imprévu qui fait appel à ce qu'il y a de plus humain en nous. Alors, la question se pose, non plus pour elle, mais pour chacun d'entre nous. Et vous ? Que feriez-vous si le destin s'effondrait soudainement à vos pieds ? En cet instant, Clara Duval comprit que sa vie n'avait pas été détournée ce jour-là à l'aéroport. Elle avait simplement trouvé son véritable cap, non pas en s'envolant vers un rêve préconçu, mais en choisissant de s'arrêter pour un simple et extraordinaire acte de compassion. Si cette histoire vous a touché et vous a rappelé que les plus grands changements naissent parfois des plus petits gestes, montrez votre soutien. Laissez un like pour nous faire savoir que vous avez apprécié le voyage de Clara. Commentez ci-dessous, partagez votre passage préféré ou dites-nous ce que vous auriez fait à la place de Clara à l'aéroport. Nous lisons toutes vos réponses. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'une dose d'inspiration. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires sur ces destins qui basculent de manière inattendue.